Madame si Ablaye Diallo Insa. Donc actuellement. C'est waa bi nga bëgg ma defal ko bilan moom moo ñu ngi sa note bi hôpital le 7 ans. Le 7 waaw. Donc dans le cadre de l'évaluation du personnel du centre Hôpital Abass Ndao comptant pour l'année 2018, il est demandé à tous les chefs de service de procéder à la notation de leurs agents respectifs avec l'appui des fiches d'évaluation si-jointes au plus tard le 7 mars 2019 à 16h. Dans 15 heures, je vais avoir les fiches d'évaluation du personnel, les fiches du personnel d'études, de conseil et de contrôle concernent le personnel titulaire de bac et de plus. Les fiches d'évaluation du personnel opérationnel concernent le personnel n'ayant pas le bac et ACCDE. Toute note supérieure ou égale à 18 ou inférieure ou égale à 10 doit être accompagnée d'un rapport circonstancié. À cet effet, j'ai instruit le chef de service des ressources humaines de prendre toutes les dispositions utiles pour mener à bien cette importante activité. Je tâche du président à l'exécution de ce qu'il a présentement. Donc ça peut-être donc vraiment. Actuellement, il y a un peu de l'affaire. Peut-être que nous pourrons de façon beaucoup plus administrative faire des choses. Hein. Monsieur Ndiaye, est-ce que vous pouvez décliner votre identité? Je m'appelle Dr Amadou Ndiaye. Je suis pharmacien biologiste. Je dirige le laboratoire de l'hôpital Abass Ndao depuis août 2004 à nos jours. Je suis diplômé de la faculté de médecine, de pharmacie de stomatologie depuis le mois de janvier 2004 avec sanctionné d'un doctorat d'état en pharmacie. Ensuite, après 5 ans d'évolution dans le laboratoire, j'ai eu un MBA en parasitologie, donc à la faculté des sciences. Après cela, j'ai emprunté encore des études pour faire le doctorat d'état S-Sciences en génétique et population. Maintenant, actuellement, j'ai mon PhD depuis 2010. Et là, je suis en train de faire le diplôme d'études spécialisées en biologie clinique, donc je suis en 3e année. Donc c'est ma 3e année et donc il ne me reste que 6 modules pour valider ce diplôme d'études spécialisé en biologie clinique. Voilà. Quels sont les différents types d'analyses que vous faites au niveau du labo? Donc au niveau du laboratoire de l'hôpital Abass Ndao, nous faisons toutes les analyses biologiques, exception faite pour l'anapathe, les analyses d'ordre anapathologique ne sont pas effectuées. Mais tout ce qui va de la biochimie clinique à l'hématologie, en passant par l'immunologie, la séro-endocrinologie, la bactériologie, la parasitologie, la mycologie, ce sont des réalités et tous ces paramètres sont effectifs au niveau de l'hôpital Abass Ndao. Vous faites des analyses de tests d'ADN? Pour la biologie moléculaire, c'est un projet qui est déjà en phase et très avancé. Donc, si vous voyez au niveau du laboratoire, on a la fonction en hauteur. Et dans cette fonction en hauteur, il est prévu la biologie moléculaire. Et dans cette biologie moléculaire aussi, on a acquis le financement par le CEPOM, contrat pluriannuel de financement, donc autant pour le bâtiment que pour les locaux. Mais parallèlement, on a usé de nos expériences, de nos relations, de sorte qu'aujourd'hui, par rapport au ministère de l'Enseignement supérieur dirigé par le professeur Maritonien, donc aujourd'hui le hôpital Abass Ndao fait partie le laboratoire fait partie des 14 équipes de biologie moléculaire qui seront au niveau du Sénégal avec la plateforme de biologie moléculaire à la Cité du Savoir à Diamniadio. Donc nous attendons le matériel de ce côté-là, plus maintenant le matériel du CEPOM. Donc dans moins d'1 an, en principe, la biologie moléculaire doit être effective parce que moi-même je suis docteur d'état S-Sciences en génétique des populations. Donc le labo de l'hôpital Abass Ndao risque d'être délocalisé à Diamniadio? Non, le labo ne sera pas délocalisé à Diamniadio, mais le laboratoire fera partie des équipes, des 14 équipes qui seront au Sénégal. Et dans ces 14 équipes, Abass Ndao va faire des analyses, notamment sur le plan de la biologie moléculaire, pour le compte du Sénégal, parmi les 13 autres équipes. Et il y aura un grand centre de biologie moléculaire qui sera à la Cité du Savoir à Diamniadio. Mais Abass Ndao sera ici
le labo fera la biologie moléculaire fonctionnelle dans le cadre de la recherche pour l'encadrement des étudiants, mais aussi dans la recherche fondamentale et la recherche clinique. Alors, d'aucuns disent que sans le labo de l'hôpital Abass Ndao, la structure hospitalière Abass Ndao sera fermée ou sera en rupture de salaire au niveau des agents. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce qu'il faudrait dire que le laboratoire c'est un service névralgique, hein, le producteur, un service vraiment producteur de recettes. Et effectivement, l'hôpital Abass Ndao a dépassé le cadre de l'OADA, donc par rapport à son personnel, parce que l'hôpital Abass Ndao se trouve engranger 65% de son budget pour les charges du personnel. Or, la norme c'est juste jusqu'à 45%. Donc, or, l'hôpital Abass Ndao n'a pas de budget de fonctionnement. Donc, il n'a qu'un budget vraiment, une subvention de l'État pour payer les salaires, ce qui pose un problème quant à vraiment la production des différents services. Effectivement, à ce jour, le laboratoire produit tout au plus le tiers des recettes de l'hôpital. L'hôpital engrange plus de 14 services médicaux et dans ces 14 services, le laboratoire produit le tiers des recettes vraiment de l'hôpital tout entier. Effectivement, nous qui ce laboratoire, la difficulté financière va s'aggraver et l'hôpital serait dans l'impossibilité de payer même les salaires des agents. Ok. Quels sont les différents démembrements du labo? Bon, le laboratoire de l'hôpital Abass Ndao, comme j'ai rappelé tout à l'heure, c'est un labo polyvalent. Ce laboratoire est réparti en 4 grands départements. Donc, il y a le département de l'immunosérologie et endocrinologie, le département de la biochimie clinique, donc on fait la biochimie essentiellement, le département de l'hémato-hémostase, où on fait de l'hémato-hémostase, et le département de microbiologie, où on a regroupé la parasito, la bactériologie et la mycologie. Bien évidemment, vous avez aussi la salle de stérilisation-récupération, parce que nous travaillons avec des produits qui sont toxiques parfois et qui génèrent des germes, des bactéries. Il faudrait avoir une salle de stérilisation où on dispose de 3 méthodes de stérilisation cumulatives que nous allons faire. Au cela, vous avez le bureau du chef de service, vous avez la salle de documentation, le bureau du surveillant de service et du responsable d'expologie. Vous avez la salle de repos, donc, qui accueille les agents qui vont faire la permanence et la garde. Le secrétariat, les boxes de prélèvement, la salle de prélèvement boxée en deux parties, de sorte que la confidentialité des patients puisse être conservée. Vous avez aussi une salle d'attente qui est en phase d'amélioration pour juste maintenant mettre le client beaucoup plus à l'aise lorsqu'il vient nous visiter au niveau du laboratoire de l'hôpital Abass Ndao. Quel est le niveau de précaution du labo? Bon, au niveau du laboratoire, sur le plan de la biosécurité, donc selon l'OMS, nous ne dérangeons pas. On a un niveau de biosécurité niveau 2, c'est le niveau qui est requis. Donc, en pénétrant au niveau du laboratoire sur le plan biosécurité, il faudrait juste maintenant mettre un équipement de protection individuelle, que ce soit des bottes, des gants, une blouse fermée, bien sûr. Et lorsqu'on manipule maintenant des liquides toxiques, de travailler sous autre. Donc, ces dispositions sécuritaires sont applicables. Ceux qui sont au niveau de la salle de stérilisation, ils porteront vraiment des gants beaucoup plus solides, permettant vraiment d'éviter la contamination. Et bien évidemment, au niveau de chaque unité, il y a ce qu'on appelle maintenant d'une dilution d'eau javelisée pour la décontamination qui se fait immédiatement avant l'acheminement au niveau de la stérilisation. La salle de stérilisation qui vise à banaliser les déchets en utilisant l'autocollavage, donc la stérilisation par la chaleur humide, les tubes à haut degré pour la stérilisation à chaleur sèche et les solutions d'antiseptiques pour la stérilisation par des produits chimiques et physiques. Donc, c'est un niveau de sécurité au niveau du laboratoire, c'est un niveau de sécurité 2, comme l'exige l'OMS pour les laboratoires d'analyse de biologie médicale. Alors, quels sont les différents problèmes que vous rencontrez pour la bonne marche du labo? Pour la bonne marche du labo, les problèmes que nous rencontrons le plus souvent, ce sont soit des problèmes de rupture des réactifs itinérantes, donc qui ne dépendent pas de nous, parce que nous, dans notre logique, nous faisons, disons,
le système que je noterai, système 6-4-2. À 6 semaines déjà, on rappelle aux autorités que tel réactif risquerait d'être en rupture. À 4 semaines, à 1 mois, on fait booster un bon de commentaire rapidement. À 2 semaines, on tire sur la sonnette d'alarme. Mais malheureusement, parfois, le labo étant dans un hôpital dirigé par un directeur général, et ce directeur général peut-être peut ne pas percevoir l'urgence au niveau du laboratoire par rapport vraiment à ces réactifs. Et étant assujetti aussi en agent comptable particulier qui obéit vraiment aux règles générales de finances publiques. Donc cet ACP, tout argent généré par le laboratoire ou dans les autres services rentre dans le fonds commun. À ce niveau, le retard de paiement des fournisseurs entraîne des ruptures par non-honoration de l'hôpital par rapport à ses charges et ses engagements. L'autre aspect, c'est quoi? C'est un équipement qui est là, qui au fur de l'utilisation, cet équipement va s'user et nécessite vraiment d'être renouvelé. Donc, tous les équipements qui ont été amortis doivent être renouvelés et certains équipements critiques doivent aussi être dédoublés pour éviter vraiment toutes sortes d'arrêts de prestations. L'autre aspect qui me semble important, les problèmes que nous avons, c'est surtout les contrats de maintenance. Parce que tous les équipements qui sont là doivent être mus de contrats de maintenance, de sorte qu'il se passe une maintenance préventive et une maintenance curative en cas de panne, que ces équipements puissent être réparés rapidement, permettant de continuer l'activité. Heureusement pour nous, tous ces problèmes, on les a contournés, car on a signé ce qu'on appelle une convention avec un autre laboratoire qui est dans la démarche qualité, Prodiabet, et de sorte que toutes les analyses qu'on ne fait pas, on fait les prélèvements qu'on les envoie là-bas, on va échanger des bons procédés de manuels de prélèvement, de manuels qualité, de sorte que vraiment ces analyses se feraient là-bas comme si ça se ferait ici. Heureusement pour l'hôpital, c'est ce qui masque un tout petit peu les difficultés que nous rencontrons. Mais essentiellement, ce sont les ruptures de réactifs, les pannes d'équipement, le renouvellement du plateau technique et beaucoup plus maintenant le recrutement du personnel. J'ai la moitié de mon personnel qui est contractuel par rapport à l'hôpital. Et là, ça pose problème par rapport à l'engagement pour assurer la qualité des résultats des patients. Donc il y a une lourdeur administrative du côté du recrutement. Bon, du recrutement, le laboratoire depuis 2004 a juste 4 agents, donc dont 2 techniciens supérieurs, une laborantine, je dirais, une technicienne de laboratoire, disons même 6, une secrétaire et un agent de stérilisation. Les 4 sont partis à la retraite, les 2, une technicienne supérieure qui a été affectée à Liberté 6, un autre technicien supérieur qui est allé en France, qui a démissionné et qui ne sont pas remplacés jusqu'à présent. Un autre technicien que nous avons envoyé par l'État aussi supérieur qui, pour des besoins familiaux et a été affecté juste à côté des chaises. Donc, disons, Kermassa, là ça pose problème et ce déficit en personnel n'est pas comblé. Or, le laboratoire est tenu de travailler 24 heures sur 24. L'activité aujourd'hui, l'activité est passée du simple au double. Malgré le fait d'une stabilité des tarifs, les tarifs n'ont pas évolué. Mais aujourd'hui, le labo qui produisait 20 millions le mois va jusqu'à produire 50 millions le mois. Donc, ça veut dire que l'activité a augmenté. Il faudrait que dans ce même sillage, recruter un personnel en rapport avec le chiffre d'affaires que nous produisons. Mais malgré tout cela, on dit que M. Ndiaye, social, vous faites trop dans le social. Est-ce que ça n'impacte pas sur les résultats du labo? Bon, le social non, parce qu'on est obligé quand même dans le cadre vraiment d'une mission de santé publique de ne pas penser uniquement à l'argent. Effectivement, vous verrez des patients qui sont démunis, qui ne peuvent pas payer. Or, la décision médicale attend l'orientation biologique pour leurs soins. On est obligé dans ces cas vraiment d'être beaucoup plus flexible et de les prendre. Ou bien aussi sur le plan de l'hospitalisation, des patients qui sont là-bas, donc qui n'ont pas les moyens de payer le bilan et que le médecin attend des résultats d'analyse pour décider. Ces gens-là, on est obligé également de les faire. Bien évidemment, avec le relationnel, donc les gens qui sont là, c'est une source de motivation aussi que leurs parents puissent être pris en charge.
ou bien que leur conjoint peut être pris en charge, ou leurs enfants qui ont dépassé vraiment l'âge administratif par rapport vraiment pour être pris en charge au niveau des analyses. On est obligé de faire du social, mais malgré ce social, nous formons juste 2% de la pollution allouée aux activités sociales. Donc ça, que nous jugeons assez infime même, mais très normal. Parce que sans cela, donc on serait juste maintenant à l'aspect mercantile, et là, c'est pas bon. Notre vision de santé publique obéit à prendre en charge les patients qui peuvent payer, mais aussi à prendre en charge les patients qui ne peuvent pas payer. Si effectivement le motif du non-paiement est avéré. Donc c'est ce qui fait qu'on est obligé de nous verser dans le social. D'accord. Mais malgré ce social, le laboratoire continue aussi à tirer les recettes de l'hôpital, à être le premier service le plus pourvoyeur de recettes. Et ça, c'est reconnu de tous et par tous. Nous avons vu que durant l'année écoulée, que vous avez fait une entrée en politique. C'est la première fois qu'on voit des hommes du secteur de la santé faire une entrée politique. Quelle est cette motivation? Pourquoi? Voilà. Donc nous avons juste appris, de par nous autres, que juste les technocrates avaient tourné le dos à la politique. Et aujourd'hui, qu'on a vu qu'on a un président donc, qui est aux confins de l'intérêt du Sénégal et des Sénégalais, qui est en train de bâtir un Sénégal nouveau, dans un esprit d'équité, d'impartialité, et dans un esprit également d'efficacité. Donc nous, technocrates, nous ne devons plus maintenant rester dans notre bureau et travailler. Donc c'est cela qui nous a mis, nonobstant aussi les actions humanitaires que sa première dame, son épouse, Madame Marième Faye Sall, est en train de faire dans le Sénégal, partout ailleurs, au niveau de l'enseignement, au niveau de l'éducation, au niveau social en tant que tel, donc pour venir au secours des personnes démunies, au niveau de l'électrification rurale, au niveau de l'accès à l'eau, donc qui sont des besoins, des droits élémentaires et primordiaux. Donc à ce niveau, nous sommes dit, il faudrait que vraiment qu'on allie les deux. Le travail bien fait, mais aussi la politique en tant que telle, pour aider juste maintenant les Sénégalais, ceux-là qui s'étaient détournés de la politique, de pouvoir vraiment épouser et de valider le programme de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall. Quelles sont les perspectives du mouvement que vous avez mis en place? Voilà, donc nous avons créé un mouvement à niveau de Marième Faye Sall, son Excellence, le Président Macky Sall en février 2019. Actuellement, on a atteint notre objectif. Le président a été réélu au premier tour à 58,27%. Donc, et on a joué une part importante, incommensurable dans vraiment cette victoire, en maillant au niveau du Sénégal, l'intérieur du territoire comme à l'extérieur du territoire sénégalais. Vraiment des forces vives qui ont polarisé pour sa réélection. Aujourd'hui, il est évident que sur le plan de l'appellation, le mouvement a évolué par rapport à la dénomination. Ce sont juste maintenant une appellation, on est juste les leaders du futur. Les leaders du futur, donc qui sortent vraiment du cadre de la réélection du président en 2019. Mais bien évidemment, cela ne peut se faire qu'en ayant juste maintenant des interprètes, qu'en ayant des attaches solides au niveau du gouvernement actuel. Et c'est par l'entremise de son Excellence, Monsieur le ministre Ali Ndiaye, qui est le ministre de l'Intérieur du Sénégal, qui nous a soutenus également dans l'ensemble de nos programmes. Donc nous sommes fixés cet objectif d'accompagner encore le président pour la réussite aussi de cette deuxième phase du plan Sénégal émergent, dont le financement est déjà acquis. Et quelles sont vos prochaines perspectives concernant votre village d'origine, le village Lébou de Yoff? Voilà. Donc aujourd'hui, par rapport à ma localité, je dirais Yoff, j'envisage vraiment de m'impliquer davantage, parce que là, je me suis impliqué avec bien sûr les acteurs du mouvement, le bureau,
donc pour faire un système de toile d'araignée partout au Sénégal et en dehors du Sénégal. Mais aujourd'hui, il nous faudrait effectivement beaucoup plus m'affirmer sur le plan local en vue des élections